On arrive sur la dernière conférence de la 3e édition de ces conférences Lise, présentée par Corentin Évrard et Maxime Holbeck à ma gauche. Ils vont vous parler d'électronisme, ou alors, en tout cas d'inclusion numérique également. Comment finalement on va faire dans une ville qui est de plus en plus connectée? On va venir multiplier les technologies, multiplier les équipements numériques. Comment fait-on pour que tous les citoyens soient formés aux usages de ces technologies? Comment on lutte contre la fracture numérique? Si vous avez suivi la conférence de Pierre Ferrari jeudi, vous avez déjà peut-être été un petit peu initié à ça. Donc, Maxime et Corentin vont venir compléter ces informations. Je laisse les experts parler. Je vous souhaite une bonne conférence et puis profitez bien. Donc bonjour à tous. Merci d'être toujours présent en cette fin de journée fin de journée du vendredi. Je sais que c'est pas easy pour tout le monde de rester là alors qu'on est en week-end. Donc on va tout de suite enchaîner avec la dernière conférence de ces conférences Lise. Donc Quentin et moi, on va vous parler un petit peu de la Smart City et de l'électronisme, le lien entre les deux et voilà. Donc comme j'expliquais, ça va être présenté par moi-même, Maxime Holbeck et Corentin Évrard, mon collègue qui est avec moi, comme tous les autres conférenciers qui sont passés aujourd'hui et hier. On est étudiant en 5e année à Césier École d'ingénieurs. Donc tout d'abord, on va commencer par parler un petit peu de qu'est-ce qu'une Smart City. Alors bon, on a entendu parler de Smart City maintenant depuis 12 conférences, ça commence à faire beaucoup. Mais promis, on va pas faire long feu dessus, c'est pas notre sujet principal. Et ensuite, on va parler. Alors, je vais vous parler un petit peu d'une petite prélude, d'un petit hors contexte, d'une évolution des mentalités via une évolution technologique. Je vais vous parler des moyens de paiement, et vous verrez qu'on va trouver des similitudes entre la troisième partie, qui est l'électronisme, et les moyens de paiement. Donc, comme je viens de le dire, la troisième partie, on va parler d'électronisme. Si vous ne comprenez toujours pas ce que c'est, vous inquiétez pas, vous comprendrez à la fin de cette partie. Ensuite, on a Corentin qui va nous parler un petit peu du problème sociétal qui découle entre la Smart City d'un côté, l'électronisme de l'autre. On va voir que il y a quelque chose qui cloche entre les deux. Et Corentin va essayer de répondre un petit peu à cette problématique via notre 5e partie sur les solutions. Et je finirai du coup par une dernière partie, la conclusion, et on passera sur la phase de questions-réponses. Puis on clôturera ces belles conférences. Donc je vais laisser Corentin vous parler un petit peu de la Smart City. Qu'est-ce que c'est? À toi, Corentin. Tim. Donc, qu'est-ce que la Smart City? La Smart City, concrètement, c'est peu de mots, c'est un concept nouveau de développement urbain, où on va améliorer la qualité de vie des habitants en utilisant des nouvelles technologies. À noter que ça, c'est un petit peu, je dirais, l'axe type des Smart City, et qu'aujourd'hui, il existe plusieurs axes empruntables pour être une Smart City. Donc, je vais vous parler un petit peu maintenant des problèmes que la Smart City peut résoudre. Elle peut résoudre des problèmes divers, comme les problèmes de circulation, d'embouteillage, de stationnement, les problèmes au niveau de la qualité de l'air, au niveau de l'information également, afin d'informer plus rapidement les habitants et les visiteurs grâce au numérique. Elle permet également aussi d'optimiser le transport de marchandises entrant et sortant de la ville. Et elle pourrait aussi permettre donc d'améliorer la sécurité des villes intelligentes, notamment via des dispositifs comme des systèmes de vidéosurveillance ou de caméras. Donc maintenant, je vais parler un petit peu des objectifs de la Smart City. Le but premier, réellement, c'est l'amélioration de la qualité de vie, c'est-à-dire obtenir une meilleure qualité de vie pour les résidents et les visiteurs des Smart Cities. Et il y a également d'autres axes comme la compétitivité et l'écologie. Il faut qu'il y ait une compétitivité économique pour attirer l'industrie et les talents de demain, et qu'on à l'écologie, on ait un certain accent sur la durabilité, dans le sens où on sait qu'aujourd'hui, les ressources dont on dispose ne sont pas infinies. Donc concrètement, comment répondre à ces objectifs? Par l'utilisation massive de systèmes intelligents. C'est comme ça qu'on pense aujourd'hui répondre aux divers enjeux. Et maintenant, je vais laisser Maxime vous parler de l'évolution des mentalités. Ok, donc du coup, avant de partir sur le gros du sujet qui est l'électronisme, je vais vous parler un petit peu du coup d'une évolution une évolution des mentalités qui a eu lieu et qui s'est un petit peu accentuée cette année. On va y revenir. Je vais vous parler des évolutions des mentalités sur les moyens de paiement. Là, dans le chat, etc., vous pourrez me répondre. J'aurai le retour un petit peu après.
j'imagine que vous connaissez probablement quelqu'un qui était, ou qui l'est toujours, plutôt réfractaire aux nouvelles technologies en matière de paiement. J'entends par là un petit peu les paiements par carte bleue, les paiements par sans contact, les paiements par téléphone, ou même encore les paiements en ligne, hein, qui se démocratisent de plus en plus. Donc en fait, on a des personnes qui sont plutôt réfractaires à ça et qui ont plutôt peur de ça. On va voir pourquoi juste après. Et du coup, ces personnes, un petit peu par curiosité ou par évolution de mentalité, ont fait que ces moyens de paiement sont utilisés par ces personnes et peut-être que maintenant, vous connaissez des personnes qui étaient plutôt réfractaires et qui maintenant commandent en ligne sans compter. Donc c'est un peu cette peur ce mélange de peur et de curiosité qui fait que l'évolution des mentalités a explosé. Et donc cet effet a bien été amplifié avec cette année, avec l'année 2020 et avec l'année 2020 pardon, et les 2 confinements qu'on a eu où bah voilà, c'était pas possible de sortir de chez toi et le seul moyen de pouvoir commander du matériel, etc. Et bien c'était par internet et principalement par carte bleue, avec le sans contact qui reste quand même la chose la plus, on va dire Covid friendly, le moyen vraiment le plus Covid friendly. Alors petite statistique comme ça, mais avant le confinement, on était environ à 50% des paiements en ligne, des achats par carte bancaire qui étaient en ligne. Depuis le confinement, on est à plus de 70% et la courbe continue d'augmenter en ce début d'année 2021. On va pas se mentir qu'avec l'actualité de ces derniers jours, ça risque de continuer, surtout si on a un 3e confinement. Et ça, on verra. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, on a eu. Alors en fait, qu'est-ce qu'il faut conclure de ça? C'est qu'on a eu des personnes qui avaient plutôt peur de ces moyens de paiement. Il y a eu un changement des mentalités. Et maintenant, on arrive à quelque chose qui est assez bien ancré dans notre société. Alors, vous allez voir maintenant le lien avec le phénomène d'électronisme. Alors, l'électronisme, en un mot, ça paraît un peu barbare quand même, l'électronisme comme ça, c'est des fois un peu compliqué à dire. En fait, l'électronisme, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste un mot valise entre illettrisme et électronique. Alors, je vais pas trop revenir sur les définitions d'électronique, mais l'illettrisme, on voit tous très bien aussi ce que c'est. Et du coup, l'électronisme, pardon, c'est un mot qui sert à exprimer l'incapacité ou la difficulté à utiliser les outils numériques, que ce soit un ordinateur, une tablette, un smartphone, un terminal ou que sais-je, quelque chose qui touche au monde du numérique. Et pour faire bien court sur quelque chose de plus simple, l'électronisme, en fait, c'est un mot qui permet de parler de la fracture numérique. La fracture numérique, c'est en fait pour la plupart des personnes remplir un questionnaire en ligne, faire une recherche assez basique sur Internet ou écouter un peu de musique et savoir cliquer. Ça reste quand même quelque chose de plutôt simple et même inné chez les nouvelles générations. Cependant, pour environ 20% de la population, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est plus qu'un défi pour ces personnes hein, réellement. Ces personnes ne savent pas du tout où cliquer, ne savent pas du tout quoi faire, ils savent à peine allumer un ordinateur si le bouton est bien apparent. Donc comment voulez-vous que maintenant on a l'État qui nous dit vous inquiétez pas, on va dématérialiser toutes les démarches administratives d'ici 2022 et puis tout ira bien. Ouais, mais du coup pour ces 20% de personnes qui ne savent pas du tout utiliser d'outils numériques, comment on fait? Pour l'instant, ils sont un peu oubliés et c'est pour ça qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Donc on a aussi une différence entre du coup les personnes qui savent se servir des outils numériques et les personnes qui savent pas s'en servir. On arrive à une fracture un petit peu sociale. Donc on arrive à une fracture sociale et du coup les personnes qui n'ont pas les compétences du numérique, pardon, se retrouvent souvent isolées. Il y a beaucoup de, alors, je vais pas vous sortir les statistiques parce que nous en avons vraiment beaucoup. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sentent vraiment seules parce qu'ils sont isolés numériquement. Parce qu'on va pas se mentir, en plus avec les confinements qu'il y a eu, avouez que si vous n'avez pas eu les réseaux sociaux, le confinement ne se serait pas vraiment passé de la même manière. Donc cette difficulté, cet électronisme, ce phénomène, il vient de plusieurs facteurs. Soit par manque de connaissances, donc on manque de connaissances sur la manipulation des outils du numérique. Par peur, parce que le numérique, on passe par internet et vous avez très certainement déjà entendu, mais il y a pas mal de grabuge qui se passe sur internet et parfois les données sont pas stockées comme il faut et ça peut transiter un peu partout. Donc on a une réelle peur. Alors c'est là qu'il faut faire un petit peu le lien
avec ce que j'ai expliqué avant, on a vraiment une réelle peur de cette technologie en France et même dans le monde par rapport à ces outils numériques. Et on a aussi du coup le manque de moyens parce que vous vous rendez bien compte qu'un smartphone, qu'un ordinateur, qu'un écran, ou alors si vous faites votre PC à la main, qu'une carte graphique, un processeur et tout ça, c'est pas donné. Et on sait, et malheureusement qu'il y a des personnes qui peuvent à peine se payer à manger. Alors comment voulez-vous qu'ils aient accès à des outils du numérique s'ils peuvent à peine manger? Et aussi un réel défi avec le monde du numérique, c'est que le monde du numérique, ça c'est une nouvelle langue en fait. Le numérique, c'est un vocabulaire. On a le login, le mot de passe, l'email, un spam, un serveur de fichiers. On a plein de mots qui sont apparus ces dernières années, ces dernières dizaines d'années. Et pour certaines personnes, toujours pas ce que c'est. Pour un serveur, c'est quelqu'un qui vous sert une bière dans un bar. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour ces personnes-là. Et du coup, pourquoi ces personnes sont plutôt réfractaires? Pourquoi 20% de la population en France se dit ah non, je n'utilise pas le numérique, ça me fait peur, etc. Alors on a trois gros points sur cette peur. On a tout d'abord la médiatisation des cyberattaques. Donc, comme je vous l'ai dit, on envoie des données, parfois des données assez confidentielles, son numéro de carte bleue, son numéro de compte, son numéro de sécu. Et on ne sait pas où ça atterrit. Alors que si on va en papier ou en présentiel, on sait que il est dans le bâtiment administratif dans lequel on se rend. Et les médias les médias traditionnels aiment bien parler de la médiatisation des cyberattaques parce que eux n'utilisent pas ces outils du numérique, pardon, plus du côté internet, etc. Donc ils se frottent un peu les babines quand on a des grosses cyberattaques. Et aussi, vous en êtes très certainement rendu compte, mais si vous ouvrez un Apple Store, un Microsoft Store, n'importe quel store d'applications, que ce soit sur mobile ou PC, vous vous rendez compte qu'il y a une flopée d'applications, mais un nombre inimaginable. Je ne sais pas combien de gigas ou de téra qu'il faut pour stocker ne serait-ce que 5% de ces applications. Donc on a vraiment un gros nombre d'applications, on ne sait pas trop où s'y retrouver, et aussi il y a des applications pour absolument tout rien faire. Vous savez peut-être, vous avez peut-être un petit frère, etc., ou quelqu'un, ou juste pour déconner, qui a installé une application, mais juste il y a un bouton, ça fait un son. Et c'est une application. Je vais prendre aussi un exemple personnellement pour gérer mes comptes en banque, etc. J'ai 3 applications. J'ai l'application pour gérer mes comptes, j'ai l'application pour gérer ma carte et j'ai l'application pour gérer mes paiements en ligne. Comment voulez-vous qu'une personne qui ne sait pas du tout utiliser ou très peu les outils numériques se dise si je dois gérer ma carte, il faut que j'aille dans cette application-là. S'il faut que je gère mes comptes, il faut que j'aille dans cette application-là. Il faut que je retienne 5 mots de passe. Et il faut que si je veux faire des paiements en ligne, il faut que j'aille valider l'opération. Enfin, c'est un fouillis pas possible. Donc ces personnes-là, tout simplement abandonnent et du coup, elles se retrouvent dans ce phénomène d'électronisme. Donc voilà pour les différentes peurs. Alors, au niveau de l'électronisme, on a 2 grands types d'électronisme. On a tout d'abord l'électronisme qui est lié aux informations, les fameuses fake news, ou alors les fameux articles que vous pouvez voir transiter sur vos réseaux sociaux favoris, avec un logo la plupart du temps bleu foncé, pour pas citer de nom. Et vous voyez ces articles qui disent absolument n'importe quoi. Mais vous voyez parfois dans les commentaires, et parfois c'est rigolo, qu'il y a beaucoup de monde qui y croit, parce que en fait, c'est sur internet et c'est pas possible de vérifier les sources la plupart du temps, ou alors c'est très complexe. Il faut des compétences en numérique que pas grand monde a. Donc voilà, il y a ces fameuses fake news et aussi du coup, sous cette forme d'électronisme, on peut retrouver la fameuse phrase que vous pouvez retrouver dans quelques débats animés que vous avez. Je l'ai vu sur internet. Sur internet, malheureusement, tout ce qui est écrit n'est pas forcément vrai. Et du coup, on a le deuxième type d'électronisme, celui-là qui est un petit peu plus répandu, qui est l'électronisme de manipulation, qui est du coup lié à la difficulté de manipulation des outils numériques. Comme je vous l'ai dit auparavant, on a une flopée d'applications, en plus d'en avoir beaucoup, en plus d'en avoir pour tout et n'importe quoi, elles sont mal faites, elles sont pas ergonomiques, on n'a aucune idée de comment ça fonctionne, donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Et du coup, on a aussi ce fameux manque de connaissances ou de ressources qui peut découler de différents critères. Alors du coup, petite stat, même grande stat, qui fait parfois, qui peut faire un petit peu peur. Aujourd'hui, on a 48% des Français
qui ressentent au moins une difficulté vis-à-vis de l'utilisation du numérique. Donc ces personnes-là, on les considère comme ayant une forme d'électronisme qui soit plus ou moins grande. Donc dans ces 48%, on compte bien sûr les 20% que je vous ai parlé tout à l'heure qui sont totalement isolés numériquement. Et on a aussi les personnes qui galèrent au quotidien, qui ont un PC, etc., qui savent à peu près s'en servir. Et on compte aussi les personnes, et ça vous devez probablement connaître, qui savent aller sur Snap et mettre des filtres, qui savent aller sur Insta et liker tout ce que vous voulez, qui savent aller sur YouTube et chercher la musique qu'ils veulent. Par contre, quand on leur demande d'écrire un mail ou de faire une recherche plutôt avancée sur un moteur de recherche, ça commence à être compliqué. Donc on les comprend aussi là-dedans, ces personnes. Et du coup, là, vous dites, c'est bien, parle un petit peu. On a vu un petit peu les peurs, on a vu un petit peu les conséquences, on a vu d'où ça vient, on a vu ce que c'est. Mais est-ce qu'il est possible vraiment de quantifier le phénomène d'électronisme? Comme je vous ai expliqué avant, dans ces 48% de Français, on compte les personnes qui sont autant isolées numériquement que les personnes qui ont des compétences. Donc, comment on peut jauger entre les deux? Eh bien, alors vous m'excuserez, mais je vais devoir lire la note parce que c'est un peu compliqué. On a un indicateur qui a été créé pour cela, et qui a été créé dans le cadre de l'Incubo, qui est un projet secrétariat général pour les affaires régionales Occitanie, avec le concours de l'ANSA. Vous n'êtes pas obligé de le retenir, c'est un peu compliqué. C'est appelé l'indice de fragilité numérique. Donc c'est un indice qui permet de quantifier un petit peu la population ou un territoire qui est dans ce phénomène d'électronisme. Vous verrez qu'au final, il n'y a pas de territoire qui a un taux zéro d'électronisme. C'est impossible. Et du coup, cet indice, de quoi il est composé? Comment il est calculé? Il est composé à partir de, il est calculé à partir de 4 grands axes. L'axe à l'info, où là-dedans, on va identifier les territoires qui possèdent peu de ressources physiques. Donc quand on parle de ressources physiques, c'est ordinateurs, tablettes, etc. Ou alors, on va prendre une population qui a des difficultés à comprendre les infos. Comme je vous l'ai expliqué avant, du coup, sous la forme d'électronisme, on galère un petit peu à comprendre les infos et à les vérifier. Ensuite, on a la partie accès aux interfaces qui est pris en compte, où on identifie les territoires qui possèdent peu ou pas d'accès réseau. Que ce soit autant Internet, que ce soit la DSL, le câble, la fibre, ou même ça prend même en compte, vous le verrez, des réseaux qui sont encore utilisés, mais qui, si vous n'êtes pas dans le domaine de l'informatique, ils vont vous sembler un peu vieux. Je vais vous faire rappeler quelques sigles qui datent un peu. Et ou sinon, on va prendre des populations qui ont des difficultés financières, parce que, comme je vous l'ai dit, l'informatique c'est pas gratuit et du coup, c'est pas donné à tout le monde. On va ensuite prendre en compte les capacités d'usage de ces interfaces. On va identifier du coup les populations qui ont une forme d'électronisme, ou alors on va prendre les populations qui ont des difficultés à utiliser Internet sous toutes ses formes. On parle d'Internet, que ce soit les applications connectées, les outils connectés, ou tout simplement faire une recherche sur le web, aussi basique soit-elle. Et ensuite, en dernier point, et une des plus importantes, et une pour lesquelles vous y retrouverez peut-être, les compétences admin. Donc les compétences administratives, on va identifier les populations qui ont des difficultés à réaliser les tâches administratives. Aujourd'hui, l'État, comme je vous l'ai dit, veut dématérialiser toutes les démarches administratives en 2022. Sauf que petite anecdote personnelle, j'ai dû payer une amende il y a pas si longtemps. Du coup, j'ai téléchargé l'application pour payer l'amende. Bon, maintenant elle se update, mais j'avais jamais vu une application aussi moche en 22 ans. J'avais l'impression de me retrouver sous Windows 95 et en 95 j'étais même pas né. Donc c'était vraiment horrible, c'était pas intuitif, c'était un petit peu le bazar. Donc, du coup, cet indice de fragilité numérique, il est mis en place et il est accessible via l'Institut du numérique responsable sur leur site. Alors, si vous voulez utiliser un petit peu l'outil, vous pouvez. C'est plutôt facile à utiliser. Attention, l'outil est plutôt lent et il est en version bêta, donc on n'est pas sûr trop de la précision des choses. Mais de quoi un petit peu il est formé? Alors où est-ce qu'on a récupéré un petit peu ces données pour créer cet indice? Eh bien, pour la plupart du territoire, c'est des données que l'État a fournies, des données que l'État récolte de base, des bases sur vous, par exemple la couverture d'accès Internet ou par exemple les ressources financières. Ça, c'est des choses que l'État connaît
sur les territoires. Et du coup, ben c'est alors par différents calculs que je ne connais pas spécialement. C'est un peu complexe. J'ai eu accès au kit. C'est un peu complexe. Mais on va prendre du coup l'exemple de La Rochelle. Pourquoi La Rochelle? Tout simplement parce que c'est une des seules villes actuellement, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau. C'est une des seules villes actuellement qui a mis en place justement ce kit de fragilité numérique par du coup les élus et la mairie de La Rochelle. Donc alors, je sais pas, je pense que vous voyez à peu près correctement sur le screen. Mais du coup, ce kit a été mis en place en direction des acteurs publics, des collectivités, des opérateurs de services publics, etc. Enfin bref, tous ceux qui veulent avoir un petit peu un indice par rapport à une population ou un territoire donné. Comme j'ai pu le mettre sur le slide, l'avantage, c'est qu'on peut... alors si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a absolument toutes les villes de France. C'est rigolo. Vous pouvez aller voir un petit peu l'indice. Alors pas forcément précis, comme je vous l'ai dit, avec les données de l'État, mais c'est assez rigolo de voir un petit peu les indices. Et on a une belle précision quand même sur cet indice, parce qu'on peut le découper en quartier, en ville, en territoire, en département et même en région. Donc on a vraiment une grande range de territoires qu'on peut analyser. Et donc ce kit a été mis en place à La Rochelle. Alors quelle conclusion nous on peut en tirer de notre côté? On peut voir par exemple que le quartier Les Minimes est rankin sur la liste des quartiers de La Rochelle. Euh, Contrairement aux jeux vidéo, rankin, c'est la pire note que vous pouvez avoir. C'est-à-dire qu'en fait, le quartier ici, Les Minimes, a le taux de compétence, le taux le plus haut. Et on peut voir au milieu là que plus la couleur est foncée, donc il y a un indice de couleur en haut, où l'indice est élevé et plus le taux de fragilité est élevé. En fait, on a vraiment un gros souci. Et à quoi ça sert du coup pour nous? Alors pour nous, pas vraiment grand-chose, mais plus pour les élus locaux ou la mairie, etc. Ça permet un petit peu de comparer les accès et les indices numériques dans les villes et dans les quartiers, et de savoir, ok, où est-ce qu'il faut qu'on travaille, etc. De prendre des mesures préventives. C'est un petit peu un outil d'aide à la décision pour les communes, etc. Donc cet indice, pour terminer un peu là-dessus, alors comme je vous l'ai dit, il est possible d'avoir accès au kit que les communes doivent remplir pour enseigner cet indice. Bon, c'est un fouillis sans nom, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de choses. C'est un Excel qui est assez costaud. Mais du coup, on peut avoir un petit peu plus d'infos sur de quoi sont composées les 4 catégories. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc pour l'accès aux interfaces, comme je vous l'ai dit, on a le taux de couverture, donc DSL, câble. Le taux de couverture mobile, alors c'est là où je vous ai dit que je vais peut-être vous rappeler quelque chose, mais on calcule le taux de couverture mobile 2G. Parce que actuellement, on est en 2021 et on nous a promis il y a quelques années qu'en 2021, toute la France serait fibrée. Corentin va vous en parler juste après, c'est pas du tout vrai, et vous le savez pertinemment, je pense, au sein du chat, que c'est pas possible, et qu'il y a même encore des zones blanches. Et il y en a encore une paire. Donc on est loin du compte sur ce qui était prévu. On prend aussi du coup sur l'accès aux interfaces le taux de pauvreté et le revenu médian du quartier, de la ville ou du territoire, peu importe le scope qu'on a défini. Ensuite, on a du coup sur la partie accès à l'info, on a du coup plus lié sur les familles. Donc la part de famille monoparentale, la part de ménage composé d'une seule personne, et le taux de service public par individu. Me demandez pas vraiment comment c'est calculé après, j'en ai aucune idée, les calculs sont illisibles. Mais voilà les infos qui sont récoltées et qui vont ensuite définir cet indice un petit peu de fragilité numérique dans le territoire. Pour ce qui est de compétences administratives, on va prendre la part des chômeurs et la part des personnes âgées au sein du territoire. Et pour les compétences numériques, on va prendre la part des personnes âgées également et la part de la population qui est sans diplôme. Donc du coup, ces électronistes, on a vu d'où ça vient, etc. On a vu un petit indice pour essayer de quantifier la chose et que ce soit un petit peu plus clair. Mais c'est qui ces personnes en situation d'électronisme? Quelles sont les ranges de personnes qui sont concernées par ce phénomène? Eh bien, tout d'abord, et comme vous pouvez peut-être très certainement vous en douter, c'est la chose qui saute le plus aux yeux souvent quand on voit sa famille, etc. Les personnes âgées, les seniors, qui ont fait une bonne partie de leur vie sans, et qui se disent
pourquoi l'utiliser? Apprendre une nouvelle langue quand on a passé un certain âge, ça commence à être compliqué, et même quand on est jeune, c'est un petit peu compliqué, hein. Comme je l'ai expliqué, c'est une langue, le numérique. Donc du coup, voilà, on a 27% des plus de 60 ans qui sont alors ici on prend les personnes qui sont totalement isolées numériquement, donc ça fait quand même une belle part. Donc on a plus d'un quart des plus de 60 ans qui sont totalement isolés du numérique, qui n'ont absolument rien. Du coup, soit par manque de connaissances la plupart du temps, soit par peur. Comme je vous l'ai expliqué, il y a une grande peur qui s'est installée au fur et à mesure de l'évolution du numérique, aussi avec la médiatisation des cyberattaques, etc. Mais chacun a son temps dans cette partie. Et en fait, on a aussi, ça peut être assez étonnant, mais comme l'avait dit Super Ferrari hier matin, on a aussi des jeunes qui sont touchés. En effet, il y a 15% des moins de 35 ans qui sont totalement isolés numériquement. La plupart du temps, c'est soit par peur également, parce que bon, ben, la peur, c'est pas uniquement quand on est âgé ou quand on est jeune, hein, ça touche tout le monde et tout le temps. Et la plupart du temps aussi par manque de moyens, comme je vous l'expliquais, c'est un budget, le numérique. Je vais citer un petit peu un professeur d'un collège à Marseille qui va un petit peu compléter ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc je vais vous le lire. Mes élèves, quoique la plupart issus de milieux défavorisés, possèdent tous des tablettes à la maison et des smartphones. Ils savent jouer à Fortnite, je vous ai retiré la photo d'après parce qu'elle était ridicule, et publier des statuts sur Facebook ou des stories sur Snapchat. Ils sont aussi capables de trouver les clips de leurs artistes préférés sur YouTube et de suivre les carrières de telle ou telle star de télé-réalité sur Instagram. Certains se reconnaîtront peut-être. C'est quand il s'agit de faire un usage éducatif de l'outil numérique qu'ils redeviennent ces petits êtres chétifs et impuissants. Donc on voit vraiment que la population jeune, eh bien, est isolée numériquement, et une des causes principales, c'est que actuellement dans le système éducatif français, et comme il y a pu y avoir dans les conférences précédentes, je vais pas revenir dessus, il n'y a pas de cursus informatique ou numérique qui est mis en place. Du coup, on sort de l'école et c'est pas faire grand-chose au final. Si on n'a pas appris en autodidacte, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on a vu du coup que l'électronisme, il y a une grande fracture générationnelle, que en fait, bah, tout le monde est touché. Malheureusement, il y a aussi, du coup, une fracture sociale qui en découle. En effet, du coup, il y a 34% des personnes qui sont sans diplôme, qui sont totalement exclues du numérique. Donc, ça fait quand même un beau paquet de monde, hein. 34% des personnes sans diplôme, je sais pas si vous vous en rendez compte. Ça fait pas mal de personnes. Et on a aussi, comme j'avais expliqué plusieurs fois, 16% des foyers les plus modestes. Là, pour beaucoup, c'est un manque de moyens. Du coup, maintenant, j'en ai fini avec la partie sur l'électronisme. Je vais vous laisser avec Corentin qui va vous parler du problème sociétal. Donc, alors, on va prendre les Smart Cities d'un côté, l'électronisme de l'autre. Quel est le problème qui en découle? Merci Maxime. Déjà, pour introduire un petit peu le problème sociétal, je vais vous parler des différents services qu'on peut trouver utilisés dans une Smart City. Donc il peut y avoir par exemple des services de Wi-Fi public avec un Wi-Fi par exemple qu'on peut trouver à la mairie afin de bénéficier d'une connexion internet gratuite. Il y a également les services MaaS, Mobility as a Service, où on peut trouver différentes informations sur plusieurs moyens de transport. Il y a également aussi les applications de communication avec la mairie afin de pouvoir joindre quelqu'un de la municipalité en temps réel. Donc ce problème sociétal, il part d'un constat qu'aujourd'hui, toutes les villes tendent à devenir des villes intelligentes et que donc potentiellement chacun peut être une partie prenante dans les projets qui découlent de ces villes intelligentes. Donc je vais parler un petit peu de la première cause d'électronisme en France, qui est l'accès aux outils numériques en France. Donc à savoir que nous avons un idéal qui est une couverture de l'accès à Internet au débit à 100%, comme Maxime l'a évoqué un peu plus tôt, et la disparition des zones blanches. Et quand on retourne à la réalité, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la couverture de l'accès Internet au débit, c'est environ 71%, et que les zones blanches existent malheureusement toujours. Donc le problème sociétal, on peut le résumer sur le fait que pour bénéficier des différents services que j'ai évoqués plus tôt, il faut déjà savoir qu'ils existent. En effet, on peut passer à côté d'un bâtiment public et, par exemple, ne pas savoir qu'un Wi-Fi est disponible. Et il faut également comprendre comment les utiliser. Donc dans le cas des personnes atteintes d'électronisme, il faut qu'ils arrivent à l'utiliser, ce qui n'est pas toujours gagné. Et les conséquences, donc, elles peuvent dans un premier temps, se limiter à l'utilisateur lui-même, qui par exemple, dans le cas du Wi-Fi public, ne bénéficiera pas donc de la connexion Internet.
Mais la conséquence la plus dramatique est que ça peut carrément impacter les autres utilisateurs du service, dans le sens où si on prend le cas d'une application qui permet de s'informer sur les flux de circulation dans la ville et ainsi de donner des conseils, si on a un échantillon assez important de personnes qui n'utilisent pas l'application ou ne savent pas l'utiliser, qui sont sur une voie, l'application peut nous conseiller d'aller sur cette même voie et le conseil sera donc erroné, ce qui fait que le service ne sert à rien. Donc je vais reparler aussi un petit peu de cet aspect des démarches administratives. Aujourd'hui, on a encore les démarches administratives qui sont faisables donc dans les lieux publics et qui sont aussi, pour certaines, faisables en ligne. On est dans moins d'un an sur 2022. 2022 est la date de la dématérialisation de toutes les démarches administratives. Ça signifie que ça laisse quand même assez peu de temps aux personnes pour s'adapter afin de se former aux outils numériques, de savoir comment les utiliser. Donc ça fait que l'État a un petit peu aussi quelque part sa responsabilité à jouer dans ce phénomène. Donc dans tout ça, il y a aussi un aspect qu'on oublie parfois, c'est la prise en compte de l'humain. Notamment, il faut savoir qu'aujourd'hui, le nombre de villes connectées, il est amené à croître énormément dans les prochaines années. Il faut donc s'assurer que les différents individus ne se sentent pas laissés à l'abandon et sur le côté comme ça. Et il faut donc se rappeler que, dans ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la définition de la Smart City, la technologie, c'est un moyen de rendre la ville plus agréable, mais que le but réel, c'est d'améliorer donc la qualité de vie des habitants. Autrement dit, le but, c'est pas de faire une course à la technologie, à l'IoT ou à d'autres choses. C'est déjà de pouvoir améliorer la qualité de vie des habitants. Donc maintenant, je vais un petit peu parler d'un exemple local, Arras. Arras, qu'on appelle la Smart City humaine, car elle a choisi plutôt de s'orienter sur le côté humain de la Smart City. Donc à ça, il y a plusieurs moyens qui ont été mis en œuvre. Donc l'accès à Internet gratuit via un Wi-Fi qui est disponible à la mairie. Il y a la mise en place également de formations, à savoir qu'il y a environ 350 Arageois qui sont formés par an. Il y a aussi le mois du numérique. C'est un événement en fait qui contient plusieurs ateliers et autres événements dans cet événement, afin de rendre le numérique plus accessible et plus ludique. Il y a aussi également la création de partenariats avec des entreprises et des associations, notamment par exemple l'association iTeach sur Arras. Et ces partenariats permettent donc d'obtenir du matériel ainsi que des formateurs et des connexions Internet à bas prix pour les personnes les plus défavorisées. Un autre moyen de la ville d'Arras est la couverture quasiment totale de la ville d'Arras en fibre optique, afin que chacun ait la possibilité de bénéficier d'une connexion Internet haut débit. Et donc il y a également la mise à disposition de matériel et d'outils numériques pour les personnes les plus démunies. Donc maintenant, je vais faire un constat un petit peu, un retour dans le passé, au premier confinement de mars à mai. Il faut savoir que sur Arras, il y a environ 277 élèves qui n'ont pas pu suivre les cours à distance. C'est-à-dire que ça peut entraîner après des retards, des échecs scolaires et des problèmes encore plus dramatiques. Et donc pour pallier à ça, la ville d'Arras a assez rapidement agi et a mis en place un parcours numérique qui se constitue de 3 étapes. La première est donc le prêt de matériel et d'outils numériques. La deuxième est la mise à disposition d'une connexion Internet à un coût quasi gratuit, notamment grâce au partenariat que j'évoquais un peu plus tôt. Et enfin, elle se compose d'un questionnaire qui est obligatoire à remplir afin d'évaluer le niveau de compétence en informatique de la personne, afin de la diriger sur la bonne formation. On ne va pas diriger quelqu'un qui sait allumer un ordinateur, faire du traitement de texte. On va pas lui réapprendre à allumer un ordinateur, ça n'aurait aucun intérêt. Également, un des autres moyens qui avait été mis en œuvre était la collecte d'outils numériques pour les établissements de santé, afin de permettre aux personnes de garder le contact. Donc quelles sont les actions futures de la ville d'Arras? Donc déjà, il y a un projet de data qui est actuellement en cours, avec un outil de prédiction pour l'éducation, qui notamment peut prédire le nombre de classes qui sont nécessaires dans la ville, notamment s'il faut ouvrir ou fermer une classe. Également le fait d'étendre l'infrastructure du Wi-Fi public. Il y a également un axe de gestion énergétique et d'éclairage intelligent pour limiter les pertes en énergie. Et le dernier est le fait d'équiper les centres sociaux, afin de les rendre connectés. À ça, la ville d'Arras, elle connaît quelques freins, notamment la méconnaissance des usagers, voire de la résistance au changement. Elle connaît également un manque de ressources et un manque de matériel assez important, un manque donc de moyens durables, encore plus dans ces périodes actuellement de confinement, de couvre-feu et de crise sanitaire. Et il y a également un manque de prise en compte des problèmes par l'État, qui a sa part de responsabilité à jouer là, dans ce phénomène, dans le sens où, comme je le disais un peu plus tôt,
toutes les démarches administratives vont être dématérialisées sous assez peu, il y a à peu près 11 ou 12 mois. Donc ça laisse peu de temps aux utilisateurs pour se former et à cela, l'État, pour l'instant, n'a pas augmenté le budget et a donc sa carte à jouer dans toute cette affaire. Donc la question qui se pose réellement ici, c'est donc comment réduire l'électronisme dans les villes intelligentes? À cela, il y a diverses solutions, certaines qui donc existent déjà et d'autres à lesquelles nous avons pensé avec Maxime. Donc la première, c'est vraiment l'implication de l'utilisateur. Il faut que dès le départ, on implique l'utilisateur dans la création de services, d'applications, dans le sens où, par exemple, une équipe de développeurs va pouvoir créer un service et le trouver assez ergonomique, trouver une application assez ergonomique, simple d'utilisation, facile. Alors que derrière, par exemple, si on donne cette même application à une personne qui a du mal à se servir des outils numériques, la personne va peut-être galérer derrière parce que elle comprend pas comment ça a été fait, comment ça fonctionne. Et donc, il faut davantage d'implication de l'utilisateur dans la conception des différents services. Également, l'accessibilité de points de contact. Il faut créer des points de contact un peu comme l'événement du mois du numérique, afin de rendre le numérique ludique et afin de pouvoir rendre le numérique un peu plus ludique et accessible pour tout le monde. À cela s'ajoute donc le prêt de matériel et d'outils. Ici, le but donc c'est de, comme la ville d'Arras a pu l'effectuer, de prêter du matériel et des outils aux personnes ne pouvant pas se les procurer, n'ayant pas les moyens financiers de les acquérir, et d'utiliser le moyen du questionnaire afin d'évaluer leur niveau de compétence pour leur proposer des formations adaptées. À noter qu'également, en ce moment même, dans la ville de Béthune, il y a une distribution de kits de PC et également un bon d'achat de 100 € pour une connexion Internet sont distribués aux personnes les plus démunies. Donc également aussi, comme je le disais un peu tout à l'heure, la prise en compte de l'État, où l'État a son rôle à jouer dans le sens où il peut apporter des moyens financiers, des moyens humains, et également dans le sens où il impose certaines choses. Il a donc un rôle important à jouer dans tout ça. Une des autres solutions également, ce serait de dédramatiser l'informatique, parce qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes d'électronisme, qui pensent que dès qu'ils sont sur un formulaire, qu'ils cochent quelque chose, qu'ils remplissent quelque chose, ils pensent que c'est important, que c'est définitif, que c'est pas modifiable et que ça va impacter tout. Alors que pas du tout, en vrai, c'est bénin, ça se change très facilement et c'est vraiment pas grave. Mais malheureusement, ils sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Également, on a pensé avec Maxime donc à recenser les difficultés, donc recenser les individus qui présentent des difficultés, leur proposer des formations. On pensait surtout notamment à quelque chose qu'on a dû tous faire, la JDC, la journée de défense et de citoyenneté, où on passe des tests de français, de mathématiques de base. Pourquoi pas y inclure un test sur les compétences informatiques afin de pouvoir évaluer la personne et, le cas échéant, la rediriger sur des formations afin de se former. Donc, sur d'autres solutions, nous pensons déjà aussi à, entre guillemets, sortir de l'informatique classique pour aider ces personnes, notamment dans le sens où aujourd'hui, pour ceux qui sont habitués, utiliser un clavier, une souris, un écran, un ordinateur, ça semble bénin et c'est rentré dans les mœurs. Pour ces personnes-là, c'est pas du tout le cas, c'est pas rentré dans les mœurs. Par contre, il y a souvent quelque chose qu'ils savent utiliser, mais qui malheureusement est connecté à peu d'autres choses, c'est les assistants vocaux, que ce soit Google, Siri, Alexa. La plupart des personnes savent très bien utiliser les commandes vocales, et donc ce qui serait possible, ce serait d'interconnecter tout un tas d'applications à ces assistants vocaux, afin que, au lieu que la personne, par exemple, pour régler son stationnement, aille sur l'application, rentre son numéro de carte bancaire et ses informations afin de payer, qu'elle puisse directement demander à son assistant vocal de payer à sa place, tout simplement, qui serait bien plus intuitif pour elle. Également, on a pensé à l'utilisation de l'intelligence artificielle. En fait, elle servirait tout simplement à identifier sur une application ou que sais-je, une personne qui est en situation d'électronisme, qui par exemple resterait 5 minutes sur une page à essayer de cliquer de quelque part. L'intelligence artificielle serait capable donc de le détecter et afficherait au milieu de la page, au milieu de l'application, un numéro afin de rediriger cette personne vers un contact humain pour débloquer la situation. Donc maintenant, je vais laisser Maxime vous parler de la conclusion. Ok, merci Corentin. Donc du coup, pour conclure un petit peu cette dernière conférence de la 3e édition des conférences LIS, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir du coup de cette présentation? Tout d'abord, on se rend compte que, alors les smart cities, c'est bien, ça évolue, il y a de la technologie partout, ça brille, etc. Mais les smart cities, eh bien en fait, c'est des villes, et des villes, c'est composé d'habitants. Les smart cities actuellement sont beaucoup trop peu humaines.
Comme l'a expliqué Corentin dans sa partie sur les Smart Cities, on a une partie un petit peu compétitivité, un petit peu entre les Smart Cities afin d'attirer les nouveaux investisseurs, etc. Donc ben, c'est bien actuellement. Le problème, c'est que les villes connectées, ils se font course un petit peu à course à la technologie. OK, on va installer, les nouvelles technologies, les trucs de pointe, etc. Le truc, c'est que les personnes qui sont sur place savent pas s'en servir. Donc c'est bien beau de mettre des outils connectés, partout, mais si on ne règle pas le problème de la population qui a trop peu de connaissances, ça sert à rien. Donc, au lieu d'investir beaucoup trop d'argent dans des outils tout beaux, tout neufs, flambant neufs, pourquoi pas penser justement ces outils avec les habitants sous sous diverses formes, hein, peut-être des formulaires, des rencontres, etc. Qui sais-je. Donc ensuite, on se rend compte aussi que avec ce que je vous ai présenté, pardon, que la population actuellement, et notamment la population française, je garde mes exemples en France, elle est vachement craintive du numérique. Aujourd'hui, les personnes ont peur du numérique, ont peur de ce qu'on peut faire sur Internet, ont peur de l'après, après avoir rempli, je ne sais pas, un formulaire, etc. Ils ont peur, ils ont aucun visuel, c'est humain. Donc, comme l'a dit Corentin, il faudrait qu'on arrive à un petit peu à dédramatiser l'informatique. Alors certes, il y a des fuites, il y a des failles. L'informatique, par essence, n'est pas sûre. Et il faut un petit peu dédramatiser tout ça et ça va être déjà un bon coup de pouce, si on arrive à dédramatiser l'informatique pour refermer un petit peu cette faille, cette fracture numérique. Ensuite, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un manque de ressources actuellement. On veut déployer la fibre partout, on veut dématérialiser absolument tout, mais malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui a accès à ces outils. Alors certaines smart cities le font, telles que la ville d'Arras, comme Corentin l'a expliqué, et aussi actuellement avec la ville de Béthune. Mais pas toutes les villes le font et on trouve ça un peu dommage, du coup de ne pas fournir accès à ce merveilleux monde qui est celui du numérique. Et en dernier, en fait, il faut responsabiliser pardon, les acteurs. On a différents acteurs, que ce soit les acteurs publics, que ce soit les mairies, que ce soit les entreprises. Mais il y a aussi, comme Corentin l'a expliqué, il y a aussi la prise en compte de l'État là-dedans. Il y a certaines démarches administratives qui restent un enfer à remplir, même si ça tend à s'améliorer, mais il faut vite faire quelque chose si on veut rendre le numérique accessible un petit peu à tout le monde. Dernière slide. Du coup, merci à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à nous les poser directement dans le chat. Je laisse la parole du coup à l'équipe des questions. Merci Corentin, merci Maxime. Merci. Est-ce qu'on m'entend très bien? Oui, super, excellent. Donc un sujet d'actualité, pas très populaire, mais qui est important d'en parler. Donc plusieurs questions. Tout d'abord, sommes-nous plus sur un manque de généralisation et d'optimisation au niveau des applications? Alors, je pense que il y a la partie optimisation des applications qui rentre en compte. Après, je pense, personnellement, et au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que les applications, ça reste quand même quelque chose qui reste assez facile à utiliser par rapport à, je ne sais pas, à une cinquantaine de boutons sur une page web, quand on a pu retrouver dans le début des années 2000 où mettre des boutons c'était stylé. Au final, on s'est rendu compte que ça servait à rien d'en mettre autant. Du coup, les applications, ça a aidé. La démocratisation des smartphones et des applications, ça a aidé à rendre le numérique un petit peu plus accessible. Mais oui, on a un gros souci de grouper ces applications. On est perdu dans ce flot d'applications. Merci beaucoup. Tu suis? Vas-y. Oh, je commence? Ok, ça marche. Y a-t-il d'autres ou futures Smart City en France, à part la ville d'Arras? Je pense qui est une Smart City humaine. Est-ce qu'il y en existe d'autres? Parce que les Smart City, on en a vu tout au long de la journée, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui... Connaissance, a priori, c'est surtout sur la ville d'Arras où nous avons entendu pendant nos recherches, mais a priori, nous n'en avons pas connaissance d'autres pour le moment. On en a entendu parler alors beaucoup aussi du fait qu'on est sur Arras. J'imagine qu'il y a quand même des villes où ils se sont rendus compte que le souci vient que le problème vient de la population, qu'il faut régler ce problème-là avant d'inclure de la technologie partout. Mais là, j'avoue que j'ai pas de nom en tête de ville en transition en Smart City.
peux juste apporter un dernier élément. J'avais vu notamment à Singapour, où notamment la ville commençait à prendre un axe justement vers l'humain. Mais en France, a priori, je n'ai pas d'exemple à fournir. Très bien, merci beaucoup de votre réponse. Merci pour votre présentation. Et du coup, je rebondis un peu. Alors, vous avez parlé justement de l'idée peut-être pour améliorer la formation des habitants au numérique, ce serait de les inclure dans la conception des outils numériques directement finalement à la source. Et ça, c'est finalement une des caractéristiques des projets open source. Alors, est-ce que vous pensez que l'État, les collectivités, voire l'école, devraient justement du coup promouvoir la philosophie open source et justement accentuer cette philosophie qui est parfois un petit peu inconnue du grand public? Ouais, alors justement, justement, ce que, comme tu viens de dire, le problème de l'open source, c'est que c'est pas connu du grand public, malheureusement. Et du coup, ça reste quand même niché, enfin, c'est un public de niche. Et souvent, le public de niche, c'est les personnes qui savent se servir de ces outils. C'est pas les personnes qui sont en situation d'illectronisme. Alors, personnellement, je suis pour à 100% pour l'open source, je l'utilise souvent. C'est bien, c'est malléable, on peut faire un petit peu ce qu'on veut dessus. Alors, je pense que oui, il faudrait mettre en place à l'échelle, à plus grande échelle et dans un public plus large, des outils open source qui sont centrés utilisateurs, mais où du coup le public ne serait pas réservé à ce public qui s'y connaît un petit peu. Voilà. Je peux juste ajouter un élément. Je pense aussi que c'est compliqué dans le sens où il y a le fait qu'aux côtés du grand public, il y a parfois une sensation que dès qu'on va parler des outils open source, on va parler d'un truc compliqué, de terminal. Il y a aussi cette image un peu là qui a malheureusement la peau dure. Et donc le problème n'est pas très technique, mais plutôt du côté de la communication, du coup. C'est ça, au final, des applications intuitives et des applications des outils qui sont simples à utiliser et à faire, on en a plein, on a des exemples, il y en a plein. Malheureusement, la communication, comme je l'avais dit, les Smart Cities sont centrés sur cet aspect technologique et pas sur l'aspect, on a implémenté ça, voilà comment on s'en sert, il faut retourner à la base, c'est-à-dire qu'il faut retourner à la base qui est l'informatique, le numérique et ce fameux langage que j'ai pu évoquer tout le long. Très bien, merci. Je fais ceci? Ouais. Il n'y aurait-il pas un problème si nous demandions à l'assistant vocal de payer pour nous? N'y aurait-il pas un risque de piratage? Donc on revient sur votre slide sur le paiement vocal, hein, du coup. Hein. Oui, tout à fait, il y a des risques. Après, c'est une solution qu'on propose comme ça. Après, je pense également que ça pourrait également poser des soucis au niveau des données, parce que quelque part, on va demander à l'utilisateur au préalable de rentrer sa carte bancaire dans l'application ou quelque part, donc ça va aussi poser des problèmes. Néanmoins, ça permet d'en résoudre un grand, donc je pense que c'est peut-être quelque chose à prendre en considération. Et au final, quand, admettons, vous êtes dans un parking et que vous voulez payer votre stationnement par carte, euh, le terminal va bien récupérer des données, elles vont bien transiter quelque part, la plupart du temps via des réseaux internet ou des réseaux privés, qu'on soit sur un assistant vocal ou un terminal qui récupère vos données. Dans les deux cas, on récupère des données, elles transitent quelque part et il y a toujours un risque. Comme je l'ai dit, l'informatique par essence, c'est pas sûr. Donc il y a toujours un risque quelque part. Et je pense que le risque là, c'était plus sur le côté vocal, parce que finalement votre carte va être stockée à un endroit et ce déblocage de ce compte va se faire par la voix. Mais aujourd'hui, on sait qu'avec la data science, notamment avec le machine learning, le deep learning, etc., on peut générer voilà, des discours tout faits avec la voix et donc possiblement se faire passer, une usurpation d'identité finalement. Donc après, oui, aussi, il y a des doubles sécurités qui existent. On l'a vu dans les conférences précédentes et il y a des moyens pour les sécuriser, mais finalement, le risque zéro n'existe pas, comme vous l'avez dit. Hein. On passe par l'informatique et les données. Donc la faille existe toujours, en effet. Je te propose de faire la prochaine. Alors, plutôt du coup en lien avec l'industrie 4.0, est-ce que l'industrie 4.0, c'est pas en quelque sorte un moyen de réduire l'électronisme à travers, par exemple, les formations? Corentin qui nous pose. Oui, ça peut totalement rentrer là-dedans. On a une population ouvrière dans ces industries, et on se rend compte que, voilà, alors moi si je prends mon exemple perso, hein, j'ai de la famille, etc. Dans le côté ouvrier et tout ça, c'est vrai que ce sont des personnes qui,
utilisent des machines, etc., mais ils savent se servir des machines. Un petit peu, si je reprends l'exemple du professeur à Marseille, ils savent se servir des outils qu'on leur donne. Par contre, je sais que ces personnes-là, dans ma famille, ne savent pas vraiment utiliser des outils numériques, et même un GPS, ils ne savent pas s'en servir. Donc oui, là, il y a vraiment un rôle à jouer, et comme je l'ai dit, hein, il y a des rôles à jouer partout. Que ce soit les associations, comme Corentin a expliqué, il y a aussi les entreprises, donc du coup avec l'industrie qui peut rentrer là-dedans, les acteurs locaux, etc. Il y a vraiment tout le monde qui peut jouer un rôle là-dedans et aider à réduire cette faille numérique pour arriver à cette espèce d'homogénéité des compétences sur une population. Je dirais même, si je peux rajouter un élément, il faut aussi se rappeler que le problème, en fait, il est d'origine multiple. Et notamment aussi, on parlait donc tout à l'heure d'acquisition des périphériques, donc c'est un des moyens qui permettrait. D'accord, donc ensuite une dernière question. Après, n'hésitez pas dans le chat à poser, hein, on est là pour échanger, il n'y a aucun souci. Donc l'électronisme tend-il à disparaître, du coup, Bah, avec les nouvelles technologies, hein, je suppose. à la base, on pourrait se dire que oui, mais quand on voit par exemple le cliché, notamment comme disait un petit peu Maxime, aujourd'hui on voit les jeunes qui savent beaucoup utiliser les réseaux sociaux, mais qui présentent des réelles difficultés quand par exemple, on leur demande simplement d'envoyer un mail. Donc je pense que pour le moment, avec les éléments qu'on a, non, ça tend pas à disparaître. Moi, je pense que non, cette faille, elle peut se réduire, mais on ne pourra jamais fermer cette faille. Parce qu'il y aura toujours des réfractaires. Peu importe ce qu'on fait et peu importe ce qui est mis en place, il y a toujours des réfractaires. Et c'est normal, c'est d'instinct, c'est obligatoire. J'ai pu voir dans mes ressources, et ça m'a un petit peu choqué, et aussi, comme c'est un sujet qui touche un peu tout le monde, en faisant un petit peu des interviews, on m'a dit, alors je vais rendre les choses un petit peu plus correctes, on m'a dit il faudrait juste équiper les seniors de matos informatique et d'une connexion Internet, de leur donner quelques formations, et puis la faille, elle serait refermée. Bah non, parce qu'on se rend compte que les jeunes aussi sont touchés, et de plus en plus, hein, si je prends le cas de l'association ITIS où j'en fais partie, on forme des enfants au numérique, on se rend compte que les enfants ne savent pas du tout utiliser le numérique. Vous le voyez bien aussi, vous deux, les enfants ne savent pas se servir du numérique. Donc il y a aussi, si je reprends cette notion d'acteur, du coup il y a l'État aussi là-dedans et l'éducation qui rentre là-dedans. Aujourd'hui, il y en a peut-être certains qui sont dans le chat, qui sont peut-être au collège ou au lycée. Il y a le B2I, etc. Au final, bon, des fois on le passe, des fois on le passe pas, c'est pas vraiment clair. Et au final, il n'y a pas de test de compétences numériques, alors qu'on est quand même en 2021, que le numérique est partout. Et on a quand même une majorité de la population qui ne sait pas s'en servir, voire même une majorité, une partie de la population, 20% quand même, ça fait quand même un cinquième des Français, qui n'ont aucune connaissance et qui sont réfractaires à 100%. Donc l'idée, ça serait de... Ah, pardon, excuse-moi, vas-y. Non. Et justement, il n'y a pas un décalage, alors plutôt temporel. Je rebondis sur le B2I dont tu parlais. Est-ce qu'on n'aurait pas finalement une fracture un peu? Alors, les technologies évoluent très rapidement. On parle déjà d'intelligence artificielle, de machine learning. Et aujourd'hui, certaines personnes en sont à apprendre, comme Corentin le disait, à comment allumer un ordinateur. Et est-ce que finalement, il n'y a pas une espèce de gap qui pourra jamais être rattrapé? Parce que si aujourd'hui j'apprends à comment allumer un ordinateur, les ordinateurs, ça fait maintenant plus de 30 ans que les ordinateurs grand public existent. Et alors, au vu de la vitesse à laquelle on forme les utilisateurs, comment on fait pour réduire ce gap? Ou est-ce qu'il y a des clés pour essayer C'est pour ça d'essayer de que rattraper ça? justement cette faille, elle se refermera jamais. Parce qu'on sait, alors je ne sais plus combien de temps, mais que l'informatique se renouvelle tous les X temps. Et il y a ce problème générationnel. La population ne se renouvelle pas tous les X temps. La population, elle évolue en permanence. Donc on aura cette faille en permanence, mais on peut la réduire. Il y a plein de solutions, comme Quentin a pu expliquer. Il y a certaines villes qui commencent à mettre en place, notamment Arras ou Béthune, pour ne citer que, ou Singapour. Et voilà, il y a vraiment, ça, on peut avoir une discussion sans fin là-dessus, mais il y a plein d'outils, plein de choses qui peuvent être utilisés et mis en place pour la population. Malheureusement, actuellement, on est loin du compte sur ce qui est utilisé. Et même si on utilise des outils, eh bien, qui te dit que dans quelques années, ce ne sera pas obsolète. Si je reprends le cas du B2I, hein, quand je l'ai passé, c'était déjà obsolète. Hein. C'était très... c'était bloc, hein, c'était presque aussi moche que l'application que j'ai utilisée pour payer.
C'était, Et c'est ce décalage aussi. Et enfin, on n'aura peut-être pas suffisamment le temps pour aborder ça, mais même la formation des professeurs ou des enseignants, Mm. qui sont parfois eux aussi en électronisme et à qui on demande parfois, et on demande, hein, pardon, de répondre, à apprendre aux enfants à programmer, par exemple, et à introduire les notions de programmation. Ça va Ouais. être difficile avec quelqu'un qui est voilà. en situation d'électronisme. Mais donc finalement, le problème ici, c'est la notion de savoir utiliser quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on juge qu'un enfant qui utilise Instagram, Snapchat, qui a un compte Facebook et qui va sur YouTube, il sait utiliser un appareil. En d'autres termes, non, c'est faux en fait. C'est pas se servir d'un appareil. Il y a une mauvaise, en fait, il y a une mauvaise, je pense, compréhension de savoir comment utiliser un appareil. Nous, ici, on est plus sur le fait d'aller chercher des données, d'aller faire des recherches, de remplir des formulaires, d'avoir une certaine... en fait, de s'en servir dans la vie de tous les jours. Mm. Or, là, on est plus sur un souci récréatif et de... comment dire... enfin, rien d'apprendre, en fait. Juste d'aller sur les réseaux et passer du temps à être inerte et juste à regarder des choses, quoi. C'est pour ça, les différents types d'électronisme que j'ai cités, j'en ai cité deux, les deux plus importants. Et là, dans le cas que tu parles, on est du coup dans l'électronisme d'information, de véracité des informations et même de récolte d'informations tout court. Oui, pour eux, c'est très simple, hein. Moi, je prends des personnes que je connais, par exemple mon frère, qui sait vraiment beaucoup se servir des réseaux sociaux. Par contre, à côté, c'est pas ça, hein. On est loin du compte, hein. Et c'est le cas pour énormément de personnes. Énormément de jeunes surtout. Eh ben, merci de cet échange très enrichissant, Merci à vous. très enrichissant. Et c'est C'est une dur fin à de dire, journée, hein, mais c'est une fin de journée et fin de Fin de conférence, semaine. et fin de semaine. Voilà, merci aux conférenciers, donc Maxime et Corentin. Vous pouvez retrouver leur livre blanc dans le chat, je les link, mais sinon on peut le retrouver sur le site internet Lise Conférence, dans la partie thème. Vous avez juste à cliquer sur le thème que vous voulez et vous pouvez retrouver le livre blanc. Voilà, on se laisse quelques minutes, histoire de changer un peu de scène. Vous allez prendre à boire, quelque chose à manger, et puis on va clôturer ça tranquillement. Merci beaucoup pour votre attention, et puis on se retrouve tout de suite. Check son, c'est bon, ça marche, on nous entend très bien. Un, Et deux. donc, on clôture du coup cette troisième édition des conférences Lise. Ça a été riche, j'espère pour vous. En tout cas, ça l'a été pour nous. Les débats ont été animés. Il y a eu pas mal d'interactions malgré la distance et voilà, le caractère un peu particulier. Classiquement, les conférences Lise s'organisent en présentiel. C'est la première fois qu'on expérimentait cet événement en ligne. Donc voilà, on est plutôt satisfait du résultat. Vous pourrez nous le dire. Il y a un petit questionnaire. Vous le verrez sur la slide d'après. Juste pour revenir un petit peu sur tous les sujets, on a vraiment abordé beaucoup de sujets, des sujets à la fois techniques, des sujets plutôt sociaux, on a parlé d'agriculture, on a parlé d'alimentation, on a parlé de sécurité, à la fois de sécurité SI, donc des systèmes d'information, mais aussi de sécurité plus générale, sur comment on va maîtriser justement demain dans nos villes la malveillance, la criminalité. On a parlé de nouveaux moyens de production, à la fois sur la partie industrie, mais aussi dans l'agriculture, avec la permaculture notamment. On a parlé de la gestion des pandémies, sujet très d'actualité. On a parlé des transformations à l'intérieur même de l'éducation. On en a également, on vient d'en parler également avec l'électronisme et comment on inclut justement plus les habitants, comment on les forme mieux à l'utilisation de ces technologies, puisque ça explose dans nos villes, dans nos campagnes également. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de villes connectées parce que c'était le thème. Mais on n'oublie pas quand même les gens qui habitent à la campagne. Voilà, grosso modo pour tous les sujets qui ont été abordés. Votre avis est important sur ces conférences. On vous met dans le chat le lien, parce qu'il ne sera pas cliquable forcément. Ça va vous prendra pas plus de 10 secondes. Il y a 5 questions juste pour vous demander la qualité du streaming, du son, nous dire un petit peu les sujets qui vous ont intéressé ou pas. Enfin voilà, et récolter un petit peu vos avis. Comment télécharger le livre blanc? Vous pouvez vous rendre sur le site internet. Les livres blancs, ce sont des documents de 10 pages qui résument un petit peu les conférences, qui quelquefois apportent des éléments qui n'ont pas été trop abordés, ou en tout cas qui détaillent un peu plus, ou au contraire résument. Vous allez simplement sur le site, vous cliquez sur le sujet qui vous intéresse, et vous avez
la possibilité de télécharger le livre blanc. Il y a un petit bouton en dessous de la vidéo de présentation. C'est aussi sur cette page que vous pourrez retrouver le replay des conférences. Donc chacune des conférences sera disponible sur le site si vous voulez la revoir ou l'envoyer à un collègue, un ami ou toute personne qui a envie de la consulter. Voilà, vous aurez également la possibilité de télécharger le support de présentation, le PowerPoint. Je te laisse remercier peut-être. Est-ce qu'on m'entend très bien? Oui, on m'entend bien, c'est bon, impeccable. Donc cette conférence n'aurait pas été possible sans nos partenaires. Donc on a Fornoni, on les rappelle ici, hein, Fornoni Amendé, donc qui est les travaux ferroviaires. On a Parquet Plus avec Mamadou qui était là hier. La ville d'Arras avec une excellente présentation, une bonne intervention de Monsieur Pierre Ferrari. Tris Data Management, donc une société basée sur le décisionnel, sur le traitement de données, voilà, donner du sens à vos données pour votre entreprise. On a Fazila Conta, ensuite on a Peugeot, donc l'agence Peugeot, et puis on a Cisco avec monsieur comment? Cyril Vaillet. Cyril Vaillet, excusez-moi, avec une intervention sur l'industrie 4.0. Voilà, on les remercie tous. Si vous souhaitez pour l'édition suivante que votre entreprise soit partenaire de l'événement, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail avec vos coordonnées à l'adresse mail qui s'affiche. On la mettra également dans le chat. Comme ça, l'équipe qui organisera l'organisation, enfin, qui se chargera de l'organisation de la 4e édition des conférences LIS pourront vous recontacter. Un petit rappel de nos réseaux. Donc vous avez un QR code là à scanner si vous voulez, ou sinon vous pouvez taper cette URL dans votre moteur de recherche. Donc on est présent sur LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube. On aura également la conférence. Les conférences ont été streamées et donc enregistrées. Et on vous proposera un replay après un post-prod, bien évidemment. Ça sera prochainement. Hein, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Voilà, on espère que cela vous a plu. Je termine sur quelques remerciements un petit peu particuliers, donc à Pierre Ferrari et à Cyril Vaillet pour leur contribution à l'événement, leur retour d'expérience et leur partage de connaissances. À Mamadou Diabaté, dirigeant de Haddock IT et de Parquet Plus, un des sponsors que vous avez vu, pour son accompagnement et son soutien, à la fois organisationnel, logistique et financier. Romain Brunelot, pilote de formation à Césy École d'ingénieurs, pour son accompagnement et son soutien également. L'équipe de communication de Césy École d'ingénieurs, Stéphanie Barbet, Ludivine Colosse et Alix Pouchin pour leur coup de pouce sur la communication autour de l'événement. Jimmy Seyss et Sylvain Morinval pour leur appui logistique. L'ensemble de l'équipe Césy Campus d'Arras. L'ensemble des conférenciers présents aujourd'hui qui sont également aussi devant moi, vous ne les voyez pas, mais il y en a un paquet derrière. Merci pour leur sérieux, merci pour leur travail et la qualité de leur présentation. Je remercie aussi spécialement la régie Maxime, Corentin, Dominique, qui ont bien géré ça pendant 2 jours. La partie nourriture que vous n'avez pas vue, en tout cas la partie ravitaillement pour nous, le café, les petits gâteaux et puis les sandwichs le midi qui ont été bien pilotés par Pierre Gérard. Et merci à vous d'avoir été présents sur cette 3e édition, d'avoir bien contribué, d'avoir posé des questions, d'avoir interagi avec nous. C'était vraiment intéressant. On espère que ça vous a plu et on espère qu'on vous retrouvera sur la 4e édition des conférences. Exactement. Bon, j'ai rien à rajouter, hein. Des remerciements. Une très bonne soirée à vous. Voilà, Alors. une bonne soirée et puis à une prochaine édition, j'espère. Merci. Au revoir.